On vous remercie d'être nombreux pour ce webinaire du FOD un petit peu particulier, car on va vous parler en fait des résultats de l'enquête que nous avions lancée à destination, hein, de vous tous, utilisateurs de LMS ou personnes, chargées de réfléchir à cette question-là pour s'équiper et en vous demandant une série de questions. Un questionnaire était assez long, donc on vous remercie vraiment beaucoup aussi d'y avoir participé. Pour nous donner un petit peu, la tonalité de vos impressions sur, les plateformes que vous utilisez, sur notamment les critères de choix et l'importance des critères pour, choisir une plateforme et celle que vous avez et puis comment vous, un peu, estimez, votre niveau de satisfaction par rapport à votre plateforme. Donc, je vais, donner, la parole du coup à quelques-uns des principaux contributeurs du groupe de travail, du FOD autour, des plateformes LMS. Alors, on va passer à la slide 2 qui va vous les présenter. Nous Donc, voilà. vous voilà. Donc, je vous laisse, vous présenter, rapidement, On va commencer par Gilles. Bonjour à tous, Gilles Macchia, je suis, consultant de ma propre structure qui s'appelle New Learn. Richard. Bonjour à tous, Richard Morel, je suis le responsable du pôle Digital Learning pour le groupe Promotrans. Jean-Luc. Donc Jean-Luc Peuvrier, je suis directeur du cabinet Stratis. Et Jacques. Et Jacques Perrondet, je suis le directeur de ADO, qui est une vieille société prestataire développement de contenu et plateforme. Voilà. Et moi, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélia Bollet, la déléguée générale du FOD et j'anime entre autres ce groupe de travail sur les LMS. Donc on va passer, à la planche suivante. Jean-Luc, toi OK, qui es, on va vraiment, la personne vraiment qui a piloté depuis le début ces travaux, je te donne la parole pour présenter ce guide. oui, c'est un peu avec plaisir qu'on a et un peu de fierté tous, qu'on est content de quand même d'avoir cette petite page d'histoire, puisque, comme vous voyez, déjà 8 éditions avec l'édition, y compris l'édition de 2022. Donc d'un guide, on va dire qui fait aujourd'hui référence, hein, puisque, il y a entre 4000 et 6000 téléchargements de la nouvelle version, tous les ans. Un guide qui est régulièrement, enrichi, également avec, des articles, avec, de nouveaux LMS bien évidemment, de nouvelles études, des critères différents et la raison on va dire, de notre échange de ce matin, c'est que plutôt que de refaire une énième édition 2023 sur un format qui, somme toute, aurait été très très proche de celui de l'an passé, nous avons souhaité, je dirais, repartir des attentes et aussi repartir de l'expérience utilisateur des entreprises, des organismes de formation qui aujourd'hui utilisent ou ont en projet d'utiliser une plateforme de formation. D'où une première enquête dont on a déjà parlé dans le passé, qui avait eu lieu donc fin d'année dernière. Et puis sur ce premier trimestre, cette grande enquête à laquelle je pense un bon nombre d'entre vous ont participé, puisque vous êtes avec nous ce matin, qui a deux objectifs. Celui, comme d'une part, de vous restituer cette photographie à un instant T des fonctionnalités qui sont estimées comme étant importantes ou pas, telles que nous avons pu les définir, et puis de connaître aussi par rapport aux fonctionnalités des LMS que vous utilisez, si vous êtes utilisateur de LMS, quel est vos niveaux d'attente et vos niveaux de satisfaction vis-à-vis de ces fonctionnalités. Notre objectif au niveau du FOD, dans un second temps, étant de reconstruire un nouveau guide, ou tout du moins de nouvelles grilles d'analyse de ces guides, de manière à vous proposer en fin d'année, on va dire au dernier trimestre d'année 2023, une nouvelle version avec, je dirais, une autre grille de lecture également, et peut-être d'autres articles. Là, c'est vraiment vous, utilisateurs, qui allez nous aider à construire cette nouvelle version. Voilà, pour l'histoire.
Un petit sondage qui avait été fait sur LinkedIn par le FOD il y a quelques jours, hein, avec une petite question, votre avis sur la plateforme LMS. Vous voyez que, et ça va ouvrir un petit peu le champ justement de la suite. Un tiers seulement s'estime totalement satisfait aujourd'hui par leur LMS LXP. Donc on va rentrer un peu dans le détail puisque ce sondage est très représentatif, ou du moins fortement représentatif des résultats que vous nous avez donnés par la suite. Richard, tu nous donnes un petit peu la cartographie des structures qui ont répondu. Ouais. Merci Jean-Luc. Donc une majeure partie qui se reflète avec des entreprises coopératives et ou des organismes de formation continue privés ou dans le parapublic. Après, on retrouve donc des établissements scolaires publics, des CFA, des associations, aussi des formateurs ou consultants indépendants. Des établissements de l'enseignement supérieur et un établissement, pardon, de l'enseignement supérieur privé aussi. Voilà un peu pour la cartographie des structures. Voilà, avec une forte représentation d'utilisateurs en fait de LMS dans les 226 répondants donc à ce questionnaire, mais il était bien sûr pour nous très important aussi d'avoir la position et l'avis de ceux qui ne sont pas encore équipés et qui peuvent avoir bien évidemment en termes d'attente justement quelques différences d'appréciation ou de souhait par rapport à leurs collègues. Donc vous voyez donc justement parmi les personnes elles-mêmes hein, qui ont répondu, bon, il y a dans les deux cas, qu'ils soient avec ou sans expérience, c'est encore plus vrai quand ils sont sans expérience, une prépondérance des équipes pédagogiques hein, qui ont répondu donc à ce questionnaire. Ce qu'on peut effectivement peut-être regretter, à l'inverse, c'est une sous-représentation des équipes de direction, peut-être un peu moins impactées ou un peu moins impliquées sur des questions qualifiées peut-être de techniques ou jugées comme techniques, et pourtant, on sait bien qu'on a besoin des équipes de direction pour aussi donner leur avis et permettre de faire des choix éclairés hein, par rapport à ça. Alors, ce qui est tout à fait logique, c'est d'avoir bien évidemment des administrateurs LMS qui aient répondu dans ceux qui ont une expérience, qui ont un LMS. On ne va pas avoir d'administrateurs en général si on n'a pas encore le LMS. Le top 10, qu'est-ce que nous dit le top 10, Richard, du coup? Eh bien, dans le top 10, nous retrouvons quand même des grands acteurs hein, du marché, avec Moodle qui ressort quand même hein, sur les 200 structures sondées, en sachant que sur ces chiffres, il y a 49 structures qui sont équipées de 2 LMS ou plus. Donc, on retrouve hein, dans le top 10 donc Moodle, 360 Learning, Expertteam, RiseUp, Canva LMS, etc. Très bien. Et donc, ce qui nous semblait important aussi, c'est que de voir et de faire peut-être un peu de parallèle justement entre, on l'a vu, les types de structures, les LMS qui sont utilisés et quels sont les publics qui sont adressés. Et donc, parmi vous qui avez répondu, principalement donc des salariés du secteur privé ou public, hein, c'est ce qui ressort comme étant le public largement. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup d'organismes de formation qui s'adressent à plusieurs publics et pas exclusivement à des étudiants ou à des salariés. Donc la raison pour laquelle vous avez un total qui est largement, bien sûr, supérieur à ça.
Voilà, on va continuer sur les. Donc, ça fait du sens avec les domaines de formation, hein, et on voit que effectivement, c'est le domaine, ce sont les compétences métiers. Ça, c'est, on va dire, en bonne corrélation avec la diapo précédente. Hein, ce sont les compétences métiers qui aujourd'hui mobilisent le plus l'utilisation d'un LMS, donc soit en entreprise, soit au sein d'un organisme de formation. Ensuite, comme vous pouvez le remarquer, c'est sensiblement, on va dire sensiblement équivalent pour les autres domaines de compétences, hein, les autres domaines de formation. Et donc, vous voyez, compétences métiers, c'est pas complètement surprenant non plus de voir que pour effectivement faire de la formation sur les compétences métiers, on fasse beaucoup appel à des contenus spécifiques, donc réalisés soit par vous en interne, soit par un prestataire externe, puisque plus on est spécifique à un métier, et plus on est sur une fonction, sur un geste métier, plus on a besoin effectivement d'avoir quelque chose qui soit complètement adapté, qui, bien évidemment, on ne va pas trouver de ce qu'on appelle dans l'offre sur étagère. Hein. Voilà, et puis je vais repasser la main à mes collègues pour rentrer sur effectivement l'analyse. Alors, on ne va pas passer tous les critères, mais on a fait donc une analyse et de façon à mettre en exergue ceux qui sont effectivement ressortis comme étant les plus importants. Et puis, dans un second temps, on vous fera part aussi de nos étonnements, parce que donc il y a un certain nombre de critères pour lesquels les réponses, effectivement, n'étaient pas forcément celles que l'on attendait. On essaiera d'en discuter tous ensemble, bien évidemment. Donc, en fait, rappelez-vous, on vous a interrogé donc, sur 6 axes différents au niveau des LMS. Donc, on vous a interrogé sur les services associés donc, à l'utilisation d'un LMS, donc les services proposés par les éditeurs. Sur les environnements d'utilisation également. On avait bien sûr un volet sur la pédagogie, un gros volet avec beaucoup de critères sur la pédagogie, quelques critères sur la technique, des critères de fonctionnalité aussi sur l'organisationnel et l'administratif, et enfin, vous interrogez sur le financier. Là, on a ressorti en fait les critères les plus importants. Alors, sur un seuil on a choisi le seuil de 70% entre très important, l'importance du critère, donc entre très important et important pour vous, ce qui est sur ces 6 familles, 6 axes. Donc, le premier axe sur les services associés, un seul critère ressort, qui est l'accompagnement des équipes. Bon, on pouvait s'y attendre. Hein. Donc là, à 86%, vous pensez que ce critère est important ou très important. Donc, vous voyez, c'est vraiment un des critères essentiels pour les éditeurs, donc l'accompagnement des équipes. Donc, bien entendu, sur tous ces critères qu'on va passer en revue rapidement, c'est sur ces critères qu'on interrogera en priorité les éditeurs, puisque c'est les critères que vous pensez les plus importants. Donc, ça va nous aider donc, à la rédaction du prochain guide et à l'enquête qui est associée à la rédaction de ce guide. Donc là, service associé, il y avait un critère. Sur l'environnement, il y a 2 critères qui ressortent à plus de 70%. Alors, quelqu'un a dit qu'on voyait distinguer mal les couleurs. C'est pour ça que je vais vous faire le cumul à la fois du 3 et 4, en fait, de ce qui est très important. Donc, le 4 est important, le 3. Et là, sur la personnalisation graphique, marque blanche, on arrive à 78,5% de très important et important. Donc, c'est vraiment une possibilité au niveau des LMS que vous recherchez, hein, qui est la pouvoir personnaliser la LMS et voire l'utiliser en marque blanche. Donc, deuxième critère d'environnement, c'est le multi-device qui est plébiscité. À 91%, vous pensez que c'est très important, important et très important. Donc, bon, on pouvait s'en douter, hein. Mais bon, on voit que c'est pas 100% néanmoins, puisqu'on est à 91%. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui quand même une possibilité des LMS qui est recherchée en priorité.
On passe à la catégorie la plus importante, qui est la catégorie sur la pédagogie. Et là, sur la pédagogie, le premier critère, donc on a 8 critères qui se dégagent. Le premier, c'est la possibilité de concevoir des ressources et des activités en interne dans le LMS. Et là, c'est 85% d'entre vous qui pensent que c'est important de pouvoir donc concevoir des ressources et des activités directement dans le LMS plutôt que d'utiliser une solution tierce. De même, pour la classe virtuelle native ou intégrée, c'est un critère qui vous semble important. À 70%, vous recherchez donc un LMS avec une classe virtuelle native ou intégrée dans le LMS. Donc vraiment un outil qui intègre je dirais, le synchrone et l'asynchrone. Là, un autre critère qu'on n'était pas obligé de voir apparaître à ce niveau-là, mais à 70%, vous recherchez des fonctionnalités de gestion de compétences à l'intérieur du LMS. On a appelé ça référentiel de compétences. En fait, c'est toute la partie de possibilités de gestion de compétences. Donc, à 70%, vous pensez que c'est très important et important de pouvoir gérer, de pouvoir intégrer des référentiels de compétences dans le LMS et de gérer les compétences directement dans le LMS plutôt que dans un TMS ou dans une solution tierce, encore une fois. Toujours dans la pédagogie, donc vous recherchez à 92,5% une solution qui vous permet de gérer et suivre les utilisateurs. Bon, je dirais que c'est tout à fait logique, mais dans un Learning Management System. Bon, on peut même s'étonner que ce ne soit pas à 100%, hein, puisque je pense que la fonctionnalité primordiale du LMS, qui est de gérer et suivre les utilisateurs. Ensuite, un autre critère important, c'est l'espace dédié aux travaux de groupe. Donc, on voit que là, encore, vous recherchez un outil qui permet à 70% de faire travailler les publics, les stagiaires ensemble, en groupe, avec des outils et des espaces dédiés à des travaux collectifs ou collaboratifs. Sur la possibilité donc de dupliquer des parcours, de créer des sessions, des modèles, vous pensez que c'est très très important à 58% et important et très important à 85%. Bon, ce qui semble assez logique, hein, de pouvoir donc créer à partir de modèles des sessions, à partir d'un parcours type de l'ouvrir à différentes sessions et à partir d'un parcours type, un parcours modèle, de dupliquer pour en faire des parcours différents. Toujours en pédagogie, le critère suivant, c'est sur la notation et l'évaluation, la possibilité de gérer des examens, des devoirs, voire de constituer des jurys, d'animer des jurys, que ces jurys puissent noter des travaux. Là aussi, c'est une fonctionnalité qui est recherchée, qui vous semble importante pour 82% d'entre vous. Enfin, je suis désolé de cette énumération sans fin, mais voilà, la dernière, c'est la possibilité, donc on a mis ça en pédagogie, on aurait pu le mettre en technique, c'est la possibilité de pouvoir étendre les fonctionnalités du LMS avec la possibilité
d'utiliser des plugins intégrés à la LMS, ou voir la possibilité de développement supplémentaire pour personnaliser le LMS. Là aussi, c'est recherché, c'est un critère qui vous semble important pour 74,5% d'entre vous. Voilà, donc ça fait la transition, pardon, avec la rubrique suivante qui est la partie 4 sur le technique. Je laisse la parole à Jacques pour commenter les résultats sur la partie 4. Merci Gilles. Donc, sur la partie technique, on avait 8 critères dans l'enquête. On en a retenu 3 qui apportent un éclairage remarquable. Vous en avez 2 sous les yeux. La sécurité du LMS qui représente à peu près, enfin les deux, hein, sécurité et fiabilité, sont au-dessus de 90% quand on cumule les très importants et les importants. Alors c'est intéressant cet éclairage parce que ça montre une maturité déjà dans l'usage du LMS, une maturité majoritaire où on ne veut pas évidemment, au vu des enjeux, que l'opérationnalité de la plateforme soit impactée, que ce soit par des détournements, par des cryptages ou des pannes simplement dues à la fiabilité du LMS. Alors ça résonne pas mal avec une partie qu'on a développé l'an dernier sur le guide, qui était l'analyse du maintien en condition opérationnelle. Je rappelle que les membres du FOD peuvent accéder à cette partie qui leur est réservée, ou une analyse assez détaillée des LMS sur le maintien en condition opérationnelle. L'autre partie, le troisième critère, alors il fait écho avec ce que vient de dire Gilles sur la pédagogie, et dont j'approuve qu'on était plutôt sur le technique, c'est l'interfaçage. Et donc l'interfaçage des plateformes et les interopérabilités, c'est-à-dire cette capacité à dialoguer avec d'autres outils informatiques, vient équilibrer la maturité qu'on pourrait déceler dans le slide précédent, parce que là, c'est important, mais c'est de moindre importance. Parmi tous les critères techniques relevés, c'est peut-être celui qui avait le score le plus faible, ce qui signifie qu'en gros, on a la moitié des LMS ou des dispositifs qui sont dédiés à des interopérabilités avec le système informatique. Bon, ça pourrait nous indiquer que la partie formation reste opérationnelle, mais dans son propre périmètre, et qu'il reste encore pour une bonne moitié des répondants des pas à faire pour s'articuler avec les autres services de l'entreprise, ce qui serait le signe majeur de maturité. Voilà, les plugins résonnaient avec ça, ce qu'avait présenté Gilles, on a à peu près les mêmes taux. À noter quand même que même si sur l'interfaçage, l'importance est de l'ordre de 65%, de 2 tiers en gros, la satisfaction est très basse, hein, c'est-à-dire que l'indice de satisfaction décelé, que vous ne voyez pas là, il est de 25%. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est une grande marge de progrès. Voilà, et bien pour la partie technique, ce sera tout. Alors, je reprends la parole sur les parties suivantes. Donc, sur la partie 5, on vous interrogeait sur le côté organisationnel et administratif des LMS. Donc, sur l'édition des Learning Analytics, cet élément est primordial pour vous, hein, puisque près de 90%, 89% ont noté ce critère très important, 62%, ou important à 27%. Donc, on voit, parce que c'est important, parce qu'en fait, on a encore des LMS qui ne gèrent pas totalement les Learning Analytics. Donc ça, c'est un point qu'il nous faudra regarder de très près dans notre prochain guide. Ensuite, au niveau, toujours dans la partie 5, sur la gestion des formations multimodales. Donc, vous recherchez des LMS qui peuvent gérer
en fait le multimodal. Donc à la fois à distance, mix, présentiel. À FEST, on l'a vu tout à l'heure avec l'intégration donc d'une classe virtuelle dans le LMS. Hein, il paraissait très important d'avoir des fonctionnalités de classe virtuelle intégrées, au minimum intégrées, dans le LMS. Et là, on le voit, vous recherchez un LMS qui peut gérer des formations multimodales. Donc c'est une évolution, à mon sens, quand même du besoin, hein, puisque il n'y a pas si longtemps, on recherchait des LMS uniquement pour gérer la partie distancielle. Et aujourd'hui, donc ceci évolue, puisque aujourd'hui vous recherchez un LMS qui peut gérer en fait toutes les formes, toutes les modalités de formation. Au niveau de l'organisation et la gestion des contenus, donc là, je crois que c'est un des critères les plus importants, qui vous semble très important, hein, puisqu'on on fleure les 70% en fait de très importants sur l'organisation et la gestion des contenus, donc en interne du LMS. Et on arrive à 91,5% si on cumule important et très important sur ce critère. Dernier point, c'était la partie financière. Donc le critère qui vous semble le plus important, c'est le coût de licence. Alors on peut être étonné, et je crois qu'on l'a remis après dans nos étonnements, et puis on pourra en parler tous ensemble. Mais en fait, c'est le critère qui sort comme le plus important, qui est le coût de licence. Alors qu'on a vu, on a je ne sais plus combien d'entreprises qui sont équipées de LMS en licence, en open source, où a priori il n'y a pas de coût de licence. Donc je pense que c'est lié, hein, c'est-à-dire que comme vous pensez que le coût de licence est le critère le plus important, vous vous tournez fréquemment vers des LMS open source pour pas avoir ce coût de licence à financer donc par utilisateur. On en reparlera dans nos étonnements. Voilà, je ne sais pas si il y a des réactions sur cette première partie. Je vais peut-être laisser Aurélia et Jean-Luc animer une partie de discussion là, sur les points importants, si vous avez des choses à dire sur cette première partie, avant qu'on vous fasse partager nos étonnements sur les résultats de cette enquête. Peut-être, il y avait une question dans le chat, quid des LXP? Peut-être un petit mot, Gilles, sur effectivement l'approche d'ensemble que l'on a eue en fait sur LMS et LXP. Peut-être un petit focus, de terminologie. Oui, alors on a associé LMS et LXP puisque on l'avait vu lors du résultat de l'interrogation des éditeurs, hein, pour le guide de 2022. De plus en plus de LMS intègrent des fonctionnalités LXP, c'est-à-dire qui se tournent vers des solutions comment dire, orienté utilisateur, orienté client, plus que orienté gestion et administration par les équipes pédagogiques, les équipes de gestion du LMS. Donc tout ce qui est outils à disposition de l'apprenant, facilité d'utilisation pour l'utilisateur, tout ce qui est
possibilité de personnalisation au niveau de l'utilisateur, etc. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont présentes dans les LXP et que l'on voit aujourd'hui. Il y a barrière de plus en plus souple, je dirais, une frontière de plus en plus souple entre LMS et LXP. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la distinction LMS et LXP, mais par contre, on vous a interrogé sur des fonctionnalités à la fois qu'on retrouve à la fois dans LMS et aussi dans les LXP. Et ça, c'est une question qu'on a pour le prochain guide, savoir si on sépare, mais c'est très difficile, il me semble très difficile de séparer aujourd'hui LMS et LXP, parce que, comme je vous le dis, il y a de plus en plus de LMS intègre des fonctionnalités orientées utilisateurs, orientées stagiaires. Gilles, une petite question. Est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par Learning Analytics? C'est une question dans le chat. Les Learning Analytics, c'est l'analyse de toutes les données, des données apprenants qui sont traitées directement dans la plateforme avec des outils de gestion de données et qui permettent d'analyser l'utilisation du LMS par les apprenants. Merci. Alors, on passe aux étonnements. Qu'est-ce qui vous a étonné alors? Alors, sur ce point, vous voyez, on a intégré dans le petit graphe vert, en fait, des structures non équipées. Et donc, on vous a interrogé sur l'offre de conseil. Donc, ce qui nous a étonné un peu, c'est qu'on s'attendait à une plus grande part de très important. On pensait que ce critère était très important pour vous, que vous attendiez de la part des éditeurs et des intégrateurs une partie conseil beaucoup plus importante que ce qu'on voit sur le résultat de l'enquête, hein, puisque uniquement 36% des sociétés équipées de LMS pensent que ce critère est très important. Alors, bien sûr, si on étend à important, là, on est à environ 70%, on est à 70%, je crois. Et c'est à comparer avec le niveau de satisfaction. Le niveau de satisfaction, on est à moins de 58% de satisfaction au niveau de l'offre de conseil. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Vous pensez que ce critère, enfin, pas pour, je dirais la majorité d'entre vous pensent que c'est pas un critère très important, mais d'un autre côté, le niveau de satisfaction est pas totalement comblé. Et pour les structures non équipées, c'est encore pire, si je puis dire, puisque en fait, vous attendez pas de conseils, en tout cas très peu. Vous ne choisirez pas votre éditeur ou votre intégrateur en priorité sur ce critère pour nombre d'entre vous. Voilà, donc bon, après ça a commenté, vous pouvez commenter, hein, notre étonnement, il n'est peut-être pas partagé, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en exergue. Que je prenne la suite, Gilles? Voilà, à deux voix. Sur l'accompagnement des équipes, vous voyez sur les deux premiers, enfin les graphes centraux et à gauche, l'accompagnement est jugé effectivement sur un pourcentage important comme très important. Et on voit paradoxalement que par contre, le niveau de satisfaction à ce niveau-là, l'écart est important, là, puisque seulement un quart des structures qui sont équipées d'un LMS sont aujourd'hui satisfaites du niveau d'accompagnement qu'elles obtiennent de la part de leurs prestataires. Je dis bien seulement un quart de très satisfaits. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont satisfaits, mais il y a une marge de progression. Et c'est quelque chose qui est jugé comme effectivement très important, cet accompagnement, par ceux qui ne sont pas encore équipés. Donc vous voyez comme quoi il n'y a pas
très très grande différence, hein, que l'on soit déjà, qu'on ait déjà une expérience avec un LMS ou qu'on en soit sa première expérience, cet accompagnement des équipes, donc c'est de la formation, c'est de l'outline, hein, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être associées donc en termes d'offres de services, sont jugées quand même très importantes et donc prestataires et éditeurs sont vraiment fortement attendus sur ce critère-là. Voilà. La suite, environnement d'utilisation. Qui prend le point? Alors, il sait pas, On ne le voit pas à l'écran. on l'a pas à l'écran. Ah. Un décalage. Voilà. Donc, voilà, on a un autre étonnement partagé avec mes collègues. C'est le niveau d'accessibilité, le niveau de conformité RG2A. On voit que c'est un critère très important pour uniquement 43,5% d'entre vous. Voilà, il nous semblait que c'était un critère très important pour tout le monde. Voilà, on a été un peu étonné de ne pas se retrouver avec 99% de très important pour ce critère. Et vous voyez, au niveau de satisfaction, donc les éditeurs ont encore du boulot, puisque seulement 55%, 56% en fait d'entre vous sont satisfaits sur ce niveau de conformité RG2A, si on prend très satisfait. Voilà, donc il y a encore une petite moitié d'insatisfaits sur cette possibilité de conformité RG2A. C'est une précision sur RG2A, on a la question dans le chat, hein, c'est Oui, alors c'est le la norme d'accessibilité. Voilà, c'est un référentiel, une norme de mise en conformité du LMS par rapport à l'accessibilité pour des personnes avec handicap. Alors, ça peut être différents niveaux de handicap, l'audition, la vision, autres. Et donc, il y a donc des développements spécifiques à réaliser pour les éditeurs pour être compatibles avec ce référentiel, en fait. Alors la suite? Le niveau d'empreinte carbone, donc on voit que c'est un nouveau critère que l'on avait introduit, qui a un certain écho, hein, puisque soit seulement 30% le juge très important, mais 60% très important ou important. Et le niveau de satisfaction est moindre. Donc là, à nouveau, on a une marge de progression pour les différents LMS sur ce champ-là, hein. Sur la partie pédagogie, critères outils de tutorat. Qui souhaite prendre le point? Oui, sur les outils de tutorat. Donc, là, on voit que nombre d'entre vous, combien? Je vais noter 60% d'entre vous estiment que ce critère est important ou très important. Donc, la possibilité d'outils tutorat intégrés dans le LMS. Donc, c'est quand même pas énorme, hein, 65% uniquement. Donc, on pouvait s'attendre à plus. On pensait que, en fait, vous recherchiez un LMS aussi pour accompagner les stagiaires. Donc, on voit qu'il y a encore une part certainement importante d'auto-formation
d'utilisation du LMS pour de l'auto-formation sans accompagnement. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter la chose. Et puis, au niveau des éditeurs, ils ont encore des progrès à faire, hein, puisque uniquement 39% d'entre vous êtes très satisfaits ou satisfaits des outils de tutorat intégrés dans les LMS. Donc là, je pense qu'il y a quand même du progrès à faire. Et donc ça aussi, je pense que c'est partie aussi de l'évolution de la formation, hein, avec on avait il y a quelques années des plateformes e-learning, je dirais, qui proposaient surtout des possibilités d'auto-formation avec des possibilités de tutorat très très limitées. Et on voit que voilà, ça évolue petit à petit, mais c'est pas encore totalement développé. Alors, le point suivant, Jean-Luc. Oui, alors sur les fonctions d'adaptive learning, bon là, à nouveau, c'est presque un copier-coller au niveau des résultats par rapport à la question précédente, bien que les deux choses soient pas du même ressort. Des attentes, on va dire croissantes d'une part, et puis qui sont vraiment là en termes de capacité effectivement d'auto-adaptation des parcours, enfin tout ce qui relève effectivement du vocable adaptive learning dans l'ILMS. Et puis on voit l'écart avec aujourd'hui le niveau de satisfaction. C'est quelque chose qui vraiment est de plus en plus présent et très certainement sera en augmentation encore dans les mois et les années à venir. Donc, dans différents soucis, hein, adaptation effectivement des parcours vers plus d'individualisation, vers plus d'automatisation aussi, qui peut être recherchée. Donc, on voit bien donc là une volonté d'aller vers de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités plus évoluées, et donc la nécessité effectivement pour les LMS, que ce soit en interne ou avec des solutions qui éventuellement peuvent être pluguées, à pouvoir proposer des solutions dans ce champ-là. Voilà, et on va passer à la technique, je crois. Oui. La technique, partie 4, critères, compatibilité avec les standards de e-learning. Bon, là, c'est un petit peu étonnant. On a évidemment un critère qui apparaît majeur, on est de l'ordre de 85%, mais ce qui nous étonne, c'est le niveau de satisfaction. C'est-à-dire que là, on parle des standards, donc de l'historique score, Mix API ou le petit nouveau qui fusionne les deux, MCI 5. Eh bien, ce qui apparaît au travers de l'enquête, c'est qu'au-delà de l'affichage effectué sur les plateformes, la satisfaction réelle est assez faible. Donc, il y a une très grosse marge de progrès sur le respect des standards qui permettent notamment les interopérabilités ou la communication avec des applications de conservation des traces d'apprentissage, hein, les LRS. Voilà. Donc ça, il y a du progrès qui apparaît là-dessus de façon notable. Et puis, le deuxième point d'étonnement vient de la gestion des droits. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est très important. Donc on a beaucoup de répondants qui utilisent des LMS et donc qui sont confrontés au quotidien avec des problématiques de gestion pure. Eh bien, la satisfaction au niveau de la gestion des droits, dans la fabrication de profils, de création de cohortes, etc., semble assez insatisfaisant par rapport aux besoins. Donc là, on voit très clairement les marges de progrès qui peuvent être réalisées dans les solutions éditées ou open source. Partie 6, financier, critères, le coût de licence. Continue, Jacques. Qui le prend comme vous voulez. Non, vas-y, Jean-Luc, conclue. Le coût de licence, donc vous retrouvez effectivement sur la partie gauche le côté purement coût de licence qui a été évoqué par Gilles déjà tout à l'heure. Hein, donc là, on réaffirme, on va dire, l'importance que peut avoir le coût d'entrée, en fait, hein, le coût d'investissement ou le coût de la licence à l'utilisateur en fonction du mode de tarification et des modèles économiques qui sont utilisés par
soit les prestataires, soit les éditeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on les a mis l'un à côté de l'autre, c'est de voir que même ceux qui, même les entreprises, même les organismes de formation qui aujourd'hui partent pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure vers de l'open source en disant bon, on aura un coût de licence, vraiment le coût d'acquisition qui va être réduit, à zéro, même dans un certain nombre de cas si on est vraiment sur de l'open source, qui peut éventuellement être, on va dire, surenchéri par des coûts de prestation, d'installation, à l'installation, enfin à la mise en œuvre toujours. Mais on voit que le coût global, on a bien une prise de recul quand même de la part des utilisateurs de LMS qui, même s'ils ont fait ce choix effectivement de l'open source, sont parfaitement conscients que ce n'est pas parce que le coût est de zéro pour la licence que le coût global par apprenant va être neutre et va être et encore moins nul, puisqu'on voit qu'en termes d'importance du critère, il est tout aussi effectivement important que le coût de la licence, et que là aussi, il y a un niveau de satisfaction qui n'est pas optimum. Hein. Donc là, il y a effectivement une grande préoccupation du côté du coût global par apprenant, que ce soit de par le système de tarification à l'utilisateur, par exemple, si on prend un des modèles de commercialisation qui peut exister, ou que ce soit sur on va dire l'ensemble des coûts qui sont engendrés en termes de support, en termes de maintenance, en termes de maintien en conditions opérationnelles, de niveau d'assistance qu'on doit apporter à l'utilisateur. On l'a vu au tout début sur les services aux utilisateurs qui sont indispensables. Ben, si on intègre ces services à l'utilisateur, et notamment l'assistance et l'accompagnement aux utilisateurs, si on les internalise, bien évidemment, on va avoir des coûts qui sont des coûts récurrents et qui vont faire gonfler, bien évidemment, le coût global par apprenant. Donc, il y a peut-être un côté un peu déceptif chez certains, mais dans tous les cas, c'est un critère qui devient très, très important dans une perspective qui n'est plus celle de l'expérimentation. On voit bien qu'on passe à l'échelle. On est en phase de démultiplication, que ce soit en entreprise ou dans les organismes de formation. Et donc, là où on pouvait raisonner sur simplement un coût d'expérimentation avec un investissement minimum, aujourd'hui, on doit réellement trouver le modèle économique de l'utilisation de son LMS et d'intégrer ce coût dans le modèle économique de la commercialisation de la formation elle-même, ou de l'organisation de la formation si on est une entreprise et qu'on a son propre service de formation. Je voulais relever une des questions du chat où finalement, en conclusion, on dirait qu'il y a une insatisfaction générale des utilisateurs de LMS. Bon, je pense que c'est quand même à relativiser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport effectivement à l'importance des critères et leur niveau de satisfaction. Est-ce que vous pensez que les répondants de l'enquête ont vraiment, il y a une note assez dégradée? Qui veut Non, moi je crois répondre? pas. Enfin, je crois qu'il faut nuancer ça. On est sur une trajectoire, hein, il faut voir d'où on vient sur les LMS. Donc on a quand même sur les critères principaux des notions d'importance qui montrent qu'on a des gens qui sont vraiment dans le camp oui, qui travaillent avec et donc qui sont exigeants, c'est normal. Et comme on est exigeant au quotidien, évidemment que la satisfaction est jamais supérieure à l'importance qu'on donne. Donc c'est un biais peut-être de représentation, mais si on le place sur une trajectoire historique, on est quand même en net progrès. Dans toute l'offre aujourd'hui éditée ou open source, on couvre quand même beaucoup de fonctions principales. Et ben, le reste, tout simplement, c'est que c'est un marché qui devient de plus en plus mature et donc il y a des exigences. Voilà, donc ça se situe plutôt sur une notion de progrès que d'insatisfaction générale et de remise en cause, peut-être même, de l'instrumentation LMS. Ça serait le cas si, dans les représentations graphiques, hein, comme celle que vous avez à l'écran, on avait noté une majorité, voire même dans un certain nombre de cas, même anecdotiques, des niveaux de 0, 1 ou 2 qui prendraient le dessus sur les notes de 3 ou 4, ce qui n'est pas le cas.
quand même. Donc il y a quand même une forme d'adéquation, même si, comme dit Jacques, je dirais il y a des attentes. Je pense que les utilisateurs viennent, notamment ceux qui sont déjà équipés d'un ou plusieurs LMS, sont de plus en plus exigeants dans le sens, en termes de qualité et en termes de fonctionnalité qu'ils veulent voir évoluer. Donc c'est quelque chose qui est positif aussi, de voir qu'on a des attentes nouvelles et des attentes de qualité vis-à-vis de ces outils. En tout Oui, ce qu'on peut cas, dire. c'est sûr que ça va nous servir quand même beaucoup parce qu'on va reboucler quand même avec l'objectif. L'objectif de cette enquête étant de challenger, les éditeurs de plateformes, hein, sur, les fonctionnalités qu'ils ont mis en œuvre et comment elles sont poussées ou moyennement poussées. Ça va nous aider beaucoup, nous, à réorganiser nos questionnaires pour pouvoir effectivement, par rapport à vos attentes et votre niveau de satisfaction, aller les chercher, les questionner et avoir des réponses, plus détaillées par rapport à vos besoins. Je vois que le temps tourne. Gilles, tu voulais, dire quelque chose? Vas-y. Oui, ce qu'on a remarqué au niveau, puisqu'on a comparé à chaque fois l'importance du critère et le niveau de satisfaction, c'est que les deux sont liés en fait, hein. On a toujours un niveau de satisfaction qui est inférieur au niveau d'importance que vous avez mis sur le critère, mais la proportion est pratiquement toujours la même, hein. On a un décalage de 10 à 20% la plupart du temps, mais on a le même décalage sur tous les critères. Donc ça confirme ce que disait Jacques, hein, c'est-à-dire que on est exigeant, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a quand même grande part d'entre vous qui êtes satisfaits des solutions utilisées, hein. Parce qu'on aurait pu, on aurait pu avoir un résultat totalement différent, hein. On s'y attendait pas forcément. On aurait pu avoir un niveau de satisfaction nettement inférieur à ce qu'on a vu sur tout l'ensemble des critères, hein. Et puis, on a eu aussi pas mal de surprises, hein, qu'on a noté effectivement le décalage entre ce qu'on pensait être des critères quand même qui sont, globalement, assez importants et qui finalement qui sont peut-être, qui peuvent parfois être sous-évalués par les utilisateurs de plateformes. Je pensais, je sais pas, à l'accessibilité, hein, typiquement, un exemple parmi d'autres. Richard et toi, est-ce que tu, justement par rapport à cette enquête et ces résultats, comment tu quelle en est la conclusion que tu pourrais en faire? Ouais. Comme conclusion, et ça va rejoindre un message qui vient, d'arriver dans le chat, c'est que il faut à tout prix, en tant qu'utilisateur, LMS, bien définir, son utilisation, son besoin, son projet, pour bien cibler du coup les fonctionnalités et du coup retomber, au niveau de l'insatisfaction, pardon, et être satisfait de ce qu'on a. Et pour ça, il faut avant tout bien analyser son besoin et ne pas s'orienter sur une plateforme LMS qui, au final, ne va pas, combler les besoins opérationnels dont on a besoin. Moi, je partirais vraiment, sur cet axe et quel avenir aussi pour, les LMS? Eh bien, un grand avenir encore, je pense, avec, encore de nouvelles fonctionnalités qu'on ne connaît pas encore, qui vont apparaître et ça, je pense que ça va s'accélérer encore plus que ces derniers temps. Merci, Oui, merci oui. Richard. Et on peut noter le point, revenir sur le point. Il y a quand même un quart d'entre vous qui est équipé de plus d'un LMS, donc qui est équipé de 2, voire 3, 4 LMS différents. Donc c'est aussi un point à noter. Donc il faudrait qu'on creuse ce point-là. Mais peut-être justement, c'est pour répondre à des insatisfactions par rapport à certaines solutions que vous avez multiplié les solutions. Alors on avait une petite, un petit point critique de Virginie qui disait: «Votre questionnaire, il était déjà très complet, mais de facto très long». Comment envisagez-vous de l'optimiser? Bah, justement, on va pas l'optimiser en tant que tel parce que
c'est vrai qu'on avait besoin, alors c'est toujours la difficulté, soit on fait une enquête très rapide avec 10 questions et on vous dit: «Vous mettrez vraiment 2 minutes pour y répondre», mais on n'aurait pas pu aller, très profondément en fait, dans les questions et vous voyez, on a fait quand même, une quarantaine de slides pour vous donner, des réponses assez détaillées. Donc ce questionnaire de toute façon était vraiment adressé aux utilisateurs de plateforme ou à ceux qui souhaitaient s'équiper. Donc bah, écoutez, on tourne la page. Par contre, effectivement, il va nourrir un questionnaire, le questionnaire des éditeurs. Voilà ce que je pouvais, répondre à Virginie. Hem Et puis Anne qui nous demandait combien de LMS différents ont-ils été analysés dans l'étude? Dans l'enquête, de mémoire, on avait à peu près combien de plateformes, avaient été citées? Mais il y en avait 10 dans le Tu top tu 10 peux et 36 à côté, donc ouais, voilà, tu peux revenir, le panel est assez large, quoi. C'était déjà très détaillé. Moi, je remercie beaucoup, nos intervenants et leur profil, précieusement, qui allie technique et pédagogie, ce qui est assez rare dans le métier. Donc les prochains rendez-vous du FOD, ce sera déjà pour nos adhérents qui sont là, le 1er juin, puisque nous avons notre assemblée générale, le 1er juin. On compte sur tous nos adhérents pour venir. On aura avec une belle table ronde avec, des témoignages de porteurs de projets, d'Effinum, comment ils ont mis en place, comment ils mettent en place et ils déploient en fait, des projets autour du numérique en formation. Et puis, 2e, grand rendez-vous de la rentrée, ce sera le 5 et 6 octobre. Ne les manquez pas, Jean en a fait la publicité dans le chat, les rencontres du FOD qui auront lieu à Amboise, dans la région du Val-de-Loire, sur le thème de: «Pourquoi faut-il s'intéresser à l'intelligence artificielle?» En formation. Donc pendant un jour et demi, nous aurons des tables rondes, des intervenants et on pourra aussi travailler collectivement sur ce thème principal de l'intelligence artificielle. Donc c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à conserver cette date en mémoire et bientôt vous pourrez vous y inscrire. Et puis plus rapidement, le 15 juin, c'est ouvert à tous, le prochain webinaire du FOD qui portera sur, la réalité virtuelle, réalité augmentée en formation, tout ce qui est dispositif, immersif.